Pop Média. Ouvrons nos oreilles. On parle en architecture qu'il existe deux profils, jardinier ou architecte. Le jardinier est celui qui voit au fur et à mesure, qui plante et qui voit ce qui fleurit. Et l'architecte, c'est celui qui organise, qui a un plan, qui a une stratégie. Moi, je suis 100% architecte, tout dans la vie. Banzai, épisode 8, Cyrielle, rebâtir sa vie après un accident. Hello et bienvenue dans Banzai, le podcast qui explore des histoires de vie pour briser les tabous sur la douleur chronique. Imaginez une douleur qui pendant des mois, des années est là tous les jours, avec plus ou moins d'intensité. Par sa présence, elle bouleverse toute votre vie, votre travail, vos activités, vos relations. C'est ce que l'on appelle une douleur chronique. Moi, c'est Anaëlle Régent. Et cela fait longtemps que je souffre de douleurs chroniques. J'en ai fait ma force en devenant patiente partenaire et cofondatrice de l'association Les Algonautes. Ensemble, nous accompagnons les personnes qui connaissent aussi la douleur au quotidien. Avec Banzai, que vous soyez concernés de près ou de loin, je vous invite à découvrir des témoignages intimes et émouvants de personnes passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, c'est Cyrielle qui me raconte son histoire, mais vous la connaissez sûrement mieux sous le pseudo de Ink Douleur. Sur Instagram, TikTok et plein d'autres supports, c'est au travers du dessin que Cyrielle nous parle de douleur chronique. Mais cette fois-ci, je lui propose de poser son stylo et c'est en visio qu'elle commence à me raconter comment tout cela a commencé. Alors, c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui voient bien un avant et un après l'arrivée des douleurs chroniques. Dans ma vie d'avant, j'étais architecte. Quand j'ai terminé mes études, je pensais faire de la recherche. Mais l'année où j'ai été diplômée, il n'y a pas eu de financement. Et donc, j'ai candidaté à différentes offres de travail et j'ai eu une offre sur Paris qui m'a plu. En fait, j'ai fait de la RH. J'ai été dans un cabinet qui recrutait des architectes pour des architectes. C'était encore un truc totalement atypique. Et puis de me dire, finalement, je fais le deuil de ce premier projet d'orientation professionnelle. Et je m'étais toujours dit que si je n'avais pas le financement, c'est que peut-être c'était pas la bonne chose à faire. Ça m'a permis, d'arriver à Paris, de découvrir que c'était une ville qui me plaisait et de vouloir aussi m'y installer finalement. J'étais quelqu'un de très sportif. J'allais courir trois fois le matin avant d'aller justement à l'agence. Je suis pas parisienne d'origine, je suis lyonnaise. Donc, être à Paris après 5 ans d'études à Toulouse, moi, les week-ends, j'allais voir tous les musées. J'avais une liste quasiment de patrimoine que je voulais faire. Et donc, avec mon mari, ça faisait 15 jours qu'on était mariés à peu près au moment de l'accident. Eh bien, on courait les week-ends voir peut-être le zoo de Paris, puis après la maison de Monet, peu importe, voilà. Et on se déplaçait énormément à vélo. Et j'aimais beaucoup ce moyen de transport parce que ça permet de s'approprier la ville. Cyrielle profite de sa vie de jeune mariée et elle est sur le point de franchir la dernière étape pour devenir architecte en obtenant l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, aussi appelé HMONP. Grâce à ce titre, elle pourra être inscrite à l'ordre des architectes et prendre la responsabilité de ses constructions. À quelques semaines de passer ma HMO, quelques jours en fait même, on avait réservé avec mon mari un spectacle début septembre 2020. On part à vélo, c'était pas très loin de chez nous, on connaissait pas forcément le trajet, mais mon mari passe devant parce que c'est lui qui gère le GPS. Et donc on fait le point à l'intersection avant de traverser, on était presque arrivés. Il s'élance sur le passage piéton qui était un passage cycliste, je suis juste derrière et en fait je me souviens juste du noir, en fait, de la tête qui rebondit sur le sol. Et je me retrouve en plein milieu de la route. Donc j'arrive à faire un regard avec lui, de savoir qu'on s'est vus mutuellement et que je ne suis pas seule, mais en fait, j'ai été percutée par une voiture. Rapidement, en fait, le premier réflexe, c'est de voir si je sens mes pieds. Heureusement, je sens mes pieds, mais je me rends bien compte que la situation n'est pas normale. Donc, mon mari appelle les secours. Il a le réflexe d'appeler le SAMU, sauf que le SAMU, ils m'ont demandé de m'avoir au téléphone. Une fois qu'ils ont compris que j'étais dans la trentaine, que j'avais un casque, que je communiquais, ils n'ont pas voulu se déplacer.
Et donc, moi, j'essaye de voir avec lui pour qu'il appelle les pompiers. Donc, je suis toujours en plein milieu de la route, d'une conscience un peu moyenne. Faut se dire qu'on est en état de survie, en fait, à ce moment-là, même si on n'en a pas conscience. Et donc, il appelle les pompiers qui se déplacent. Sauf que je peux pas rester en plein milieu de la route le temps qu'ils arrivent. Donc, je me lève tant bien que mal. J'arrive pas forcément à me souvenir de l'environnement immédiat, mais de cette douleur, en fait, qui est assez sourde, de surfroid, de moments, en fait, assez intenses. Quelqu'un m'apporte une chaise. Je la vois juste arriver. Je me pose sur la chaise pour attendre les pompiers. Et en fait, je suis un peu dans cette bulle où il se passe pas mal de choses autour de moi. La conductrice qui est là. Il y avait une infirmière des urgences qui dit « Mais pourquoi vous l'allez lever ? Mais quelle idée ?» Enfin voilà, il se passe toute une effusion. Et heureusement, les pompiers arrivent assez rapidement. Ils m'installent sur une civière. Et une fois que je suis allongée, déjà, je recommence un petit peu à pouvoir faire un peu d'humour, à un peu essayer de dédramatiser parce que mon mari vit tout ça de plein fouet. Et c'est un peu un mécanisme de défense, en fait, de pouvoir faire un peu d'humour. Et on nous emmène, en fait, aux urgences. Et j'ai l'impression que c'est très, très loin. Moi, je me croyais vers Montparnasse alors qu'on était, en fait, au bout de la rue. Et donc, je suis rapidement prise aux urgences. Un peu compliqué parce que je pouvais pas vraiment tourner la tête. Donc, j'arrive dans une salle où je vois pas le médecin qui me prend en charge. J'ai des toutes petites veines. Je suis très difficile à piquer. Et j'étais en souffrance. Et donc, quand le médecin me propose de poser, en fait, un cathéter, je suis la petite fille qui parle, qui dit « Oh non, là, je peux pas ». Et donc, il s'énerve et qui me dit « Si vous voulez souffrir, allez attendre dans le couloir ». Donc, on me met dans le couloir jusqu'à attendre le scanner. Et donc, je passe le scanner. On voit qu'il y a un tassement vertébral. En fait, c'est comme si j'ai une vertèbre qui s'est totalement écrasée, comme si une boîte de conserve qu'on avait fracassée au sol et que la matière au milieu s'était vidée. Donc, en fait, on m'explique qu'il va probablement falloir opérer, mais qu'il faudra attendre le lendemain. Donc, on finit par me poser ce cathéter, tant bien que mal, sachez-le, et de me transporter en orthopédie jusqu'au lendemain. Là encore, on est un petit peu dans un état où on ne sait pas trop. Enfin, moi, déjà, je disais que j'avais mal au bassin pour parler j'ai mal dans le dos. Je connaissais pas le mot rachis, je savais pas combien j'avais de vertèbres. Voilà, moi, j'étais architecte, hein, donc j'étais très loin de ces milieux-là. Et donc, moi, le premier réflexe, je dis, est-ce que je peux courir? Il me dit, oui, oui, vous pourrez courir. Et j'ai un examen samedi. Est-ce que je peux aller au jury blanc? Il me dit oui, oui, vous inquiétez pas. Donc, je m'inquiète pas. J'attends, en fait, que ça soit le moment, mais je n'étais pas une urgence vitale. Donc, il faut attendre, en fait, le passage au bloc. On ne sait pas quand. Donc, mon mari arrive, heureusement, rapidement. Et le premier jour passe et je vais pas au bloc. Donc, c'est un peu long. Et heureusement, je passe le lendemain, je suis opérée, il faut attendre pour se relever. J'ai la chance que, comme mon mari pouvait pas être là, que mon père soit là au réveil. Enfin voilà, des choses qui ont été mises en place. J'ai pas été seule pour faire face à tout ça à aucun moment. Mais je crois que je ne mesurais pas l'ampleur, en fait, de la situation. Cyrielle reste 5 jours à l'hôpital, puis elle rentre chez elle et c'est là qu'elle découvre un nouvel univers, celui du handicap invisible. Du fait que j'avais appris les normes handicapées dans mon métier d'architecte, j'étais persuadée d'être très ouverte sur ces sujets-là, très au point. Je crois que je faisais partie de ces personnes qui considéraient majoritairement le handicap comme la limitation à la mobilité et le handicap invisible m'était réellement invisible à moi-même. Je crois que je m'étais jamais vraiment perçue comme telle. Pourtant, j'ai des 10, depuis toute petite. Donc, je fais quand même partie un peu de cette catégorie-là depuis toujours, mais sans forcément m'y attribuer. Le basculement a été à la fois brutal parce que j'étais rentrée dans un autre univers, comme beaucoup de personnes, je pense, qui acquièrent leur handicap au fil de la vie. En fait, ce moment de pivot est assez révélateur et marque notre parcours. Quand j'arrive chez nous, je me rends compte en fait que les placards qui me paraissaient hyper accessibles avant ne le sont pas. Qu'aller prendre ma douche, ça va être un sport. Mon quotidien, je le regarde avec un tout autre regard. En fait, c'est le départ d'un tout nouveau parcours parce qu'en fait, les douleurs ne sont pas reparties. Moi, j'arrive pas à avoir en fait un moment de rupture entre l'accident et les douleurs chroniques. Au début, j'ai beaucoup de mal à les décrire. Parce que c'est des sensations qui sont très particulières. Cette sensation de brûlure dans le dos, les fourmillements, les décharges électriques, de voir quand elles se manifestent. Mais en fait, la vie d'après a déjà commencé. C'est au milieu du dos, les femmes, ça vous parlera, c'est un petit peu en dessous du soutien-gorge. Mais ce qui fait que ça irradie et que moi, j'ai l'impression que c'est un grand rectangle, en fait, douloureux, mon dos.
Je suis implantée d'un neurostimulateur depuis fin 2022. Donc, quand on voit par rapport à l'accident, ça a été assez rapide. Je suis donc partie de ces chanceuses-là. J'ai pas connu d'errance médicale du fait qu'il y ait eu un accident. Mais le neurostimulateur ne prend pas en compte tous ces symptômes. Donc, par exemple, les décharges électriques quand je me lavais les mains, quand je me brossais les cheveux, voilà, certains mouvements du buste sont presque disparus, qui sont bien effacés par la neurostimulation, à part quand je vais avoir un pic d'activité et donc forcément plus de douleur. Et la neurostimulation, il faut que je la régule davantage. Ou si, par exemple, il faut que je me charge, tout simplement. Mais en fait, ça, c'est pas suffisant. Il y a des symptômes comme l'allodynie, donc c'est une hypersensibilité au toucher, qui n'est pas pris en charge par la neurostimulation, en tout cas pas chez moi. Et donc, c'est un symptôme qui perdure beaucoup. Et donc, le frottement du drap, prendre une douche. Là, j'ai coupé mes cheveux. On parlait de la vie d'avant, mais avant, j'avais les cheveux longs. Ça, c'est fini. J'ai dû changer ma garde-robe parce que les vêtements, les textures, ces genres de choses, c'est devenu complexe. Voilà, des choses comme ça où il a fallu réapprendre pour faire soi cet après et ne pas le subir. Cyrielle se fait implanter un neurostimulateur. C'est un dispositif qui est installé chirurgicalement à côté de la colonne vertébrale afin d'envoyer de légers signaux électriques pour tromper le signal de la douleur entre la moelle épinière et le cerveau. Ce dispositif calme une partie de ses symptômes, mais je lui demande comment elle gère les symptômes qui persistent, notamment l'allodynie qui handicape grandement sa vie. C'est d'autres traitements qui vont prendre en charge plutôt cette allodynie. Elle va être amoindrie par des perfusions de kétamine. On a trouvé que ça fonctionnait plutôt bien chez moi. Mais bon, c'est un traitement qui est toujours dans la balance parce que hospitalisation complète. Il y a une question aussi d'un traitement qui est médicamenteux. Donc je suis jeune, qu'est-ce qu'on peut accepter Mes petites veines, je vous en parlais. Dans la durée, c'est compliqué de me perfuser sur une semaine. Voilà, donc pas mal de petits challenges qui fait qu'aujourd'hui c'est ça, demain je sais pas ce que ce sera. Et là, j'ai une forme d'équilibre, on va dire, parce que je suis pas retournée à zéro. Je pense que comme beaucoup de personnes, il y a aussi ce deuil-là de se dire que retourner à l'état initial, si je le recherchais, je risquerais de me perdre, de me noyer dans un désespoir. Parce qu'à chaque fois qu'on teste quelque chose, de se dire, en fait, j'ai encore échoué. En fait, c'est pas moi personnellement, c'est peut-être les traitements, c'est peut-être un contexte, c'est beaucoup de choses qui nous dépassent. Et donc d'essayer de dire, là, j'ai à peu près atteint un équilibre où je peux rajouter des choses. C'est pas parfait, mais de pouvoir vivre, en fait, c'est surtout ça. Le dessin est revenu dans ma vie parce qu'il a fallu réapprendre à avoir des loisirs compatibles parce que je n'avais plus de loisirs. Je pouvais plus aller au musée, je pouvais plus courir, marcher était très limité. Enfin voilà, nous on nous préparait notre voyage de noces à sac à dos en train, c'était pas possible. En fait, il fallait éminemment rebondir parce que tout était en train de tomber en lambeaux. Donc j'ai testé le tricot, puis je me suis rendu compte que le tricot c'était pas bien adapté avec mes douleurs de buste. Et puis, en fait, le dessin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée, le journaling aussi. Et en fait, ça a été un petit peu un moyen de documenter. Et puis, par exemple, ma kiné m'a dit, quand vous avez mal, essayez de me faire une échelle, des mots, quelque chose pour que moi, j'arrive à jauger ce que vous ressentez. C'est quelqu'un qui était très formé à la douleur, bien heureusement. Et donc, moi, je lui fais une échelle de cactus. Un cactus qui se plie plus ou moins, qui prend plus ou moins de place. Et donc, c'est très parlant. Et donc, le dessin re-rentre, en fait, par la petite porte. En thérapie, c'est pareil. En fait, très rapidement, en fait, je suis suivie par une psychologue et qui me demande, mettez un peu des conseils que vous poserez à vous-même. Sauf que les écrire, voilà. En fait, j'ai fait un petit peu de la petite BD. Mon petit personnage est né de là parce que l'exercice s'est porté sur quasiment 1 mois. Et donc, presque tous les jours, j'accumulais un dessin. Et tous ces dessins se sont empilés au fil du temps. Je pense qu'au premier anniversaire de l'accident, j'ai eu besoin de raconter tout cet accident. Et donc, j'ai fait plein de petites BD, en fait, de tout ça. Parce que je voulais savoir aussi de ce dont j'étais capable dans ma vie d'après. Je me suis dit, je vais les remettre au propre. Et donc, j'ai fait du dessin un petit peu numérique. Puis, je faisais avant Inktober pour moi. Pour le plaisir de dessiner une fois par an. Le petit kiff personnel. Et je me suis dit, tant pis, je suivrai pas la liste. De toute façon, je pourrais pas tenir le rythme. Donc, je vais le faire. Et puis, je vais ouvrir un compte. Je vais l'appeler Ink Douleur pour Inktober. Pourquoi pas. Et ma sœur a été le principal soutien. C'est grâce à elle que j'ai une tablette digitale parce que dessiner à la main, en regardant ma main, ça me faisait des décharges électriques. Elle a trouvé une tablette où je regarde l'écran de mon ordinateur, donc je suis face à l'ordinateur, je ne baisse pas la tête, et donc j'ai pu dessiner comme ça en numérique. «
Et le counseling douleur devait durer 1 mois et je me suis plus à communiquer avec d'autres, à me rendre compte que j'étais pas seule à avoir tout ça, que toutes les petites connaissances que j'avais accumulées, peut-être elles pourraient servir à d'autres. Donc je me suis dit, je peux pas travailler à plein temps, je peux pas beaucoup me déplacer. J'ai quand même des compétences graphiques, j'aime un peu la recherche, j'aime un peu communiquer avec les autres quand même. Et en fait, j'en suis venue à me dire, je vais peut-être faire de l'illustration, du graphisme pour d'autres, pour moi. Et puis progressivement, je me suis formée à la péridance. Et donc, ça me permet de nourrir ce côté transmission, ce côté, c'est plus du chantier, mais je contribue au chantier des autres et ils contribuent au mien. Voilà, vraiment, je pense que ça s'est construit progressivement. Il n'y a pas eu un éclair de génie. Vraiment, j'ai passé un temps très long. J'ai acheté encore des livres pour savoir se réorienter quand on avait commencé tout juste sa carrière et à faire des schémas patates pour me dire, bon, alors ça, c'est mon cercle de compétences, ça, c'est mes valeurs, ça, c'est ce que je suis capable physiquement. Et mon mari à faire le coaching. Cyrielle reprend goût à la vie et au travail au travers du dessin. Mais après 7 ans d'études pour devenir architecte, je lui demande si, pendant une période, elle a tenté tout de même de reprendre ce métier. C'était pas possible. À aucun moment, je me suis dit, demain, je retourne à ma vie d'avant. Je me rendais bien compte que l'échelle, le cap était trop haut. Et même après l'implantation, il a fallu beaucoup de temps pour trouver des réglages. Et même aujourd'hui, je pense que j'en serais pas capable. Psychologiquement aussi, parce que la douleur va faire que je suis très fatiguée, que je dors très mal, j'ai des troubles cognitifs. Donc, gérer des responsabilités qui sont telles, même si je restais à l'agence à faire des tableaux, il y a des jours où je ne suis pas capable. Même lire est difficile. Et des architectes handicapés, on n'en connaît pas beaucoup. Et je pense que cet acharnement n'aurait pas été positif pour moi, parce que je pense que ça aurait été davantage délétère de me confronter quotidiennement à mes limites. Donc, il a fallu réinventer un métier dont je ne vis pas complètement, mais j'ai la fierté d'avoir retrouvé une activité, quand je vais en rendez-vous médical et qu'on me demande ce que je fais, je peux pouvoir dire je suis illustratrice et péridante. Et en fait, ça me donne aussi une impression de cheminement. C'est parfaitement imparfait, c'est-à-dire que ça correspond à mes besoins aujourd'hui, mais bien sûr, je ne rentre pas dans les cases du monde du travail. Et parfois, je me suis dit, mais est-ce que je fais pas assez d'efforts ? Je m'en suis peut-être aussi voulu, beaucoup culpabilisée. Et encore une fois, mon mari me dit, bon, ok, si demain tu reprends même à mi-temps, qu'est-ce qui reste de toi ? Et donc, c'est un monde du travail distillé à ma manière. Donc, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas du tout possible. Moi, j'essaye de le doser en dose homéopathique parce que ça me fait du bien. Et je pense qu'il faut être indulgent envers soi-même parce que cette ambition ou cet ego qui aurait été de vouloir à tout prix pour un métier qui me passionnait mais que je peux amener tout à fait différemment, je pense que ça aurait été un risque qui n'en valait pas la chandelle en fait. Pour s'adapter à ces douleurs, Cyrielle a donc créé sa propre voie professionnelle au travers de nombreuses activités. Et quand j'en fais la liste, je suis impressionnée. Cyrielle a édité un livre sur la douleur, un album jeunesse, elle est créatrice de contenu sur Instagram et TikTok, elle est bénévole dans des associations, elle a même récemment créé son podcast pour parler de livres de santé et bien sûr, comme on l'a compris, elle est aussi illustratrice et père aidante. Mais comment fait-elle pour gérer toutes ces casquettes ? Je crois que c'est un petit peu mon côté bricoleuse et couteau suisse, c'est-à-dire qu'en fait, je peux pas être une tronçonneuse, je peux pas faire une seule voix, c'est pas possible. Donc, je me démultiplie et je fais des choses qui me font du bien. En fait, c'était un peu une condition aussi dans la reprise du travail, de se dire, en fait, il faut que ça soit au service de ma santé. Et de toute manière, je sais que je vais pas faire fortune avec tout ça. Donc, essayer de me nourrir et de nourrir les autres, mais aussi de se rappeler que c'est aussi un peu pour moi. Et puis, j'avais envie de continuer d'apprendre, continuer de me challenger. Et en fait, les projets me portent. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, de se dire, en fait, il y a ça en ce moment que je peux faire. C'est un peu cyclique. Cette année, j'ai introduit le podcast, j'ai fait voyager des témoignages sous la forme d'une exposition, donc il a fallu que je diminue mon activité associative. Je vais être présente, mais un peu différemment. Voilà, en fait, un peu des thématiques par année, comme j'aurais eu des grands chantiers il y a quelques années. Je pense que ça permet aussi de rythmer et puis d'avoir des souvenirs positifs. On parle en architecture qu'il existe 2 profils, jardinier ou architecte. Le jardinier est celui qui voit au fur et à mesure, qui plante et qui voit ce qui fleurit. Et l'architecte, c'est celui qui organise, qui a un plan, qui a une stratégie. Moi, je suis 100% architecte tout dans la vie. C'est-à-dire que, en fait, je dessine
un peu tout ce qui me traverse. J'ai toujours fait un peu du journaling. Là, en ce moment, j'ai des nouveaux symptômes qui me pourrissent un peu la vie. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop si c'est en lien. Donc, j'en parle pas spécialement sur les réseaux, mais ils existent, ces dessins. Et peut-être qu'ils sortiront un jour sur les réseaux, mais quand je serai suffisamment prête à avoir du recul. C'est-à-dire que je vous balance pas tout de but en blanc. J'ai fait le choix de me raconter un petit peu, parce que surtout à l'époque, je me montrais très peu. Pas forcément parce que je portais sur moi les marques de la douleur ou ce genre de choses, mais peut-être aussi par les réseaux sociaux, c'était pas mon truc, hein. Soyons honnêtes, j'ai découvert ça au fur et à mesure et c'était très confortable d'être derrière son petit personnage. J'ai montré un peu mon visage, quitté un peu l'anonymat parce que déjà mes proches étaient davantage au courant. C'est ma sœur qui me dit: «Mais tu sais Cyrielle, si un jour ton compte Instagram disparaît pour X raison, tu devrais créer un compte TikTok». Mais TikTok n'existe que par la vidéo. Donc il a fallu imaginer un contenu qui était spécifique. Et pour tout ça, là je travaille avec 3 mois d'avance. Donc en fait, je dessine régulièrement à la main dans mes carnets. Et puis quand j'arrive au moment, par exemple, là je suis en train de penser à la rentrée, je regarde ce que j'avais fait l'année dernière ou ce que j'ai envie de raconter. Il faut du temps parfois pour que ça émerge. Et donc en fait, c'est ce qui fait que si je dessine pas de quelques jours digitalement pour les réseaux, en fait vous le saurez pas. Et moi, ça me permet de garder ce plaisir. C'est-à-dire que je vais peut-être pas dessiner, mais je vais quand même pouvoir mettre un post et je vais quand même pouvoir avoir une interrogation sociale et je vais quand même avoir le plaisir de poursuivre et de pas me sentir en échec, en fait, parce que je travaille à mon rythme. Je parle à Cyrielle d'un dessin qu'elle a posté en avril sur lequel on voit un bonhomme couvert de post-it sur lesquels sont écrits des injonctions du type « Fais-en une opportunité, lance un projet inspirant, sors plus fort de cette épreuve ». Et elle conclut avec cette phrase « Il n'est pas nécessaire de transformer une épreuve en projet ». Et je trouve que c'est un message primordial à véhiculer. On n'est pas obligé tous de donner un sens à son accident, à sa maladie chronique, à son handicap. Il y a soit beaucoup de valeur à retourner à sa vie d'avant, parce que franchement, chapeau les gars. Avoir repris là où on s'était arrêté, c'est à énormément de mérite, même si c'est de manière adaptée. Et même simplement continuer de vivre, simplement. C'est énorme. On n'est pas tous obligés de faire des projets incroyables. D'abord, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est qu'une partielle de ce que c'est la réalité. C'est un tout petit moment de mon temps, ça résume pas tout, hein. Là, en fait, pour le podcast, allez, je vous livre un secret, c'est-à-dire que j'ai mis un joli haut pour Anaël, mais j'ai mon bas de pyjama parce que j'ai mal aujourd'hui, que je suis fatiguée et que je suis très contente que ça soit un audio et qu'on voit pas mes petits yeux et qu'il y a un confort de dessiner parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, mais que je monte pas mon visage tous les jours parce que j'ai pas envie qu'on voit peut-être l'aspect négatif. Donc, je vous montre plutôt ce qui est positif parce que je pense que c'est ce qui fait du bien. Ça apporte de l'espoir. Chacun a ses moteurs dans la vie et il ne faut pas se culpabiliser de ne rien en faire. Parce qu'en fait, vous en faites quelque chose. Si vous êtes levé ce matin, déjà, vous en avez fait quelque chose d'énorme. Je me dis, parfois, j'espère ne pas contribuer à cette image un peu brillante en se disant, je partage que ce qui est positif. Alors, j'essaie toujours d'apporter de la nuance. Si je suis sur les réseaux, c'est pas le groupe Facebook sur lequel je suis tombée quand je cherchais justement des gens pour m'aider à avancer parce que je me suis dit, oh mon Dieu, si je reste là, je vais sombrer avec eux et j'avais pas envie de ça. Je savais que ce que je vivais était difficile, je savais que ce qu'eux vivaient difficile, mais j'avais envie de voir autre chose. Donc parfois, on est un peu à la limite de se dire est-ce que je contribue à vulgariser, à sensibiliser ou est-ce que je mets un petit peu en avant cette inspiration au-delà du handicap, de la force, du courage, voilà. Et ça, je me pose souvent la question parce que j'ai pas envie de tomber dans ces travers-là. Moi, j'ai plutôt envie de laisser l'idée de communauté. On peut retrouver des gens qui aiment créer comme nous et qui peuvent pas forcément sortir de chez eux et de créer. Nous, tous les vendredis, on a un petit rendez-vous informel où là, la dernière fois, on a collé des stickers ensemble, on les choisit, on les colle. Voilà, en fait, on peut se recréer du loisir ensemble autrement parce qu'on peut pas avoir tous accès à une association. Dans toute cette aventure personnelle et professionnelle, Cyrielle est accompagnée par son mari. Il s'était marié 15 jours avant son accident. Je lui demande comment il a réussi petit à petit à prendre une place dans cette nouvelle vie avec la douleur. Il a un peu la casquette des dents de conseiller d'orientation. Je pourrais lui en ajouter 1000. C'est lui qui m'a aidé à me servir de ma neurostimulation parce que quand on sort de l'hôpital, on se trouve un peu bête. Voilà, des choses comme ça où tout s'est construit finalement de pair parce que rien n'était évident. Tout s'est fait pas à pas, ensemble. Tout a été une réalité. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué peut-être parfois pour certains couples où il n'y a pas un élément marquant.
Mais au départ, moi, j'avais du mal à évaluer sur une échelle de 1 à 10 combien j'avais de douleur. Donc on avait un peu un système d'échelle colorimétrique et il fallait pas que je tombe dans le rouge cramé. Donc essayer de se repérer là-dessus, je pense que j'ai aussi de la chance de quelqu'un qui est très observateur, de se dire: «Bon, bah, donner du conseil, mais c'est-à-dire qu'après je reste, la maître». Donc bien sûr, si je me crame. Mais bon, il sera quand même là pour, pour me soutenir. Mais bon, il me dira pas: «Je te l'avais dit». Voilà, il lui-même, parfois, il a une perception que moi, j'ai trop tard. Et donc des fois, de pouvoir en parler avec un regard extérieur, ça a permis, en fait, d'avoir de la communication. Il a été beaucoup aux rendez-vous médicaux, donc on a pu partager les informations et puis, ben, quand je pose mes questions, il avait ses questions à lui aussi et heureusement, on a pu lui répondre sur ses inquiétudes à lui parce que, bah, c'était pas neutre, hein. On a été mis à l'épreuve de quelque chose que je saurais pas vraiment dire, en fait, comment on arrive à surmonter tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute mutuelle et bah, des fois de dire: «Bah, attends, là, je pense que j'ai été exécrable, j'ai tellement mal que je crois que j'ai dépassé». Il me dit: «Bah oui, tu un peu dépassé» ou «Non, non, non, ça va». Ce petit personnage qui m'accompagne dans mes dessins, c'est un peu notre coloc à tous les 2. Et donc en fait, si tu veux, on est arrivé à recréer un quotidien où on arrive à exister avec ce coloc, mais qui soit pas toujours là. Alors c'est pas parfait, voilà, on parlait de notre, voyage de noces et on l'a pas fait. On va faire quelque chose là maintenant que la situation se stabilise. On a réinventé, ça va pas être autant d'itinérance, ça va être pas avec le même confort, va falloir, se dire qu'on pourra pas tout faire, qu'il y aura des journées, des demi-journées où il faudra se reposer et ça marche parce que, c'est une personne qui est bienveillante là-dessus et qui s'est prêtée à la curiosité que j'avais. Parce que je pense que c'est ça aussi, l'amour, c'est pas, dans les, grandes effusions, c'est de peut-être, ben, me préparer mon médicament quand, je suis vraiment fatiguée et d'aller le chercher, de me le préparer, de me le tendre et de trinquer avec moi. J'en parle peu sur les réseaux parce que, bah, j'ai pas envie de l'exposer à ça. Il a pas trop les réseaux sociaux non plus. Il m'encourage, c'est-à-dire que là, la semaine dernière, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'ouvre Instagram, je vois 100 likes. C'était mon mari qui était passé sur 100 de mes images, qui avait passé un temps fou à aller me mettre plein de petits cœurs et donc voilà, c'est quelqu'un qui montre, toute son attention par ses petits gestes et bah, j'essaye de le faire aussi à ma manière. Parmi tous les symptômes dont souffre Cyrielle, il y a donc l'allodynie, ce qui veut dire que le moindre toucher peut lui faire mal. Comment, dans ces cas-là, reconstruire une intimité ? C'est pas un sujet qui me met vraiment très à l'aise parce que là, il touche à nous deux et à quelque chose de très personnel. Mais forcément, en fait, c'est quelque chose qu'il faut appréhender dans le quotidien. C'est-à-dire que même pour me prendre dans les bras, il y a une distance qui peut se créer qui est immense, quoi. Et je pense que c'est quelque chose auquel on travaille encore parce que les limites ne font que changer. Mais encore là, une fois, ça va être l'écoute et d'essayer de trouver de la place pour chacun. On a besoin d'être présents les uns pour les autres et de se dire, ben alors non, mais comment je peux être présente pour toi? Est-ce que je peux te toucher le visage? Est-ce que là, ça te fait mal? Puis même pour moi, il y a une immense solitude de se dire de tout ce périmètre qui s'est créé autour de moi. Et donc, comment on le franchit? Comment on est présent les uns pour les autres? Et comment ça peut se communiquer? Et puis aussi, la place qu'on la laisse se créer parce que bah, je pourrais ne plus aller nulle part parce que j'ai peur qu'on me frôle, j'ai peur qu'on me touche. Là, ce week-end, il y avait ma sœur et on a fait une folie. On est allé à Disneyland. Donc, je vous raconte pas. Là, c'est le pic de tous les challenges réunis. Mais en fait, bah, ma sœur se mettait derrière pour faire attention qu'il y a personne qui passe. Mon mari était... Enfin, en fait, et naturellement, c'est-à-dire qu'il me le faisait pas sentir, mais j'ai remarqué que, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, vous me créez un petit périmètre de sécurité pour qu'on soit bien et pour que je sois bien. Et à la fois, bah, c'est aussi les laisser m'aider parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles ils peuvent pas m'aider, ils peuvent pas apporter mes douleurs à ma place. Et donc là, c'est une petite interaction qui nous permet d'être présents socialement en dehors du foyer de chez nous. Et je trouve ça trop chouette. Là encore, je crois que c'est une des plus belles preuves d'amour, c'est d'être là présent pour les autres par l'action, en essayant de proposer son aide et pas simplement dire, ben, tu devrais faire attention. Cela fait 5 ans que Cyrielle a eu son accident. Et en 5 ans, elle a fait des tonnes de choses. Et j'ai l'impression qu'elle a acquéri une certaine sagesse autour de ce qui lui arrive. Cela veut-il dire qu'elle a accepté ses douleurs ? En fait, je crois qu'il y a un cap qui s'est fait assez rapidement quand je me suis dit, bon, bah, la situation est telle que... Vraiment, j'ai cru sombrer, en fait. Je regardais le vide parce que je me rends bien compte, je suis un peu ce côté bulldozer. Je vais faire quelque chose, je vais tout cramer et toute mon énergie, toutes mes douleurs, ça va exploser.
En fait, j'ai compris que c'était un mauvais mécanisme et que j'entretenais mes douleurs quand j'ai lu Explain Pain de Mosley, où il y a 2 schémas qui présentent les mécanismes de lutte par rapport à la douleur. Donc celui qui est plutôt lié au catastrophisme, où on va éviter, et puis celui qui est combatif. Et en fait, je me suis dit: «Ah, je suis dans le 2e cas, yes, bonne élève!» Et là, je lis la légende et je vois que pas du tout. C'était une stratégie qui était plutôt délétère parce qu'à terme, on ne faisait qu'entretenir des schémas de pic et donc des schémas qui avaient tendance à diminuer l'activité. Donc il a fallu un petit peu réapprendre à doser. Donc ça montre bien aussi que l'acceptation, elle est en dents de scie. Il peut y avoir des moments, enfin c'est fréquent, des moments où je m'interroge sur l'avenir. Parce que c'est un équilibre qui est extrêmement précaire, qui a été très difficile à mettre en œuvre. Et je me rends bien compte que le parcours n'est pas fini, en fait. Il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter dans la vie. Et ça, je crois que ça serait mentir de dire que je les accepte pleinement. Mais après, c'est ma manière de faire. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est là, on peut en parler. Parce que en parler, ça fait du bien, parfois, de dire, justement, avant d'aller à Disney, je lui dis, en fait, tu sais, il y a une part de moi qui est très contente d'y aller. Ça fait 4 mois là, que je prépare cette journée. Mais en fait, il y a une part de moi qui, franchement, là, je sais pas comment je vais y aller, en fait. Ce qui fait que je dis, ouais, en fait, je comprends que ça va être compliqué, mais tu sais, tu me dis un mot et on rentre. Tu seras allé, tu auras testé, et puis on rentre. Et au final, avec les bonnes stratégies qu'on avait déjà expérimentées, parce que c'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu pas mal de choses pour en arriver à cette journée-là, et en faisant des pauses dans la journée, en acceptant de s'asseoir par terre dans un coin à l'ombre, voilà, ça fait du bien. Ça permet de trouver un rythme et une acceptation, voilà, parce que je suis quand même très fière de l'avoir pu le faire. Ça montre le chemin parcouru, c'est mesurable de se dire que forcément, en 5 ans, de pouvoir avoir cette journée, je dirais pas d'insouciance et de légèreté, ça serait un peu mentir, mais d'avoir travaillé pour la mettre en œuvre, d'avoir réussi à passer le cap et de dire aussi, franchement, je sais que les gens sont très contents d'aller à Disney, mais moi, là, j'ai un peu peur. Je pense que c'est aussi un cap. Ça veut dire qu'on est capable de reconnaître son existence et pas de la nier, quoi. En début d'année, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai essayé de voir avec mon médecin de la douleur si elle acceptait de programmer mes traitements pour l'année. Ça me permettait de lisser pas mal de choses. Et donc, par exemple, cette journée à Disney, c'était parce que je savais que j'ai calculé pile poil pour que ça tombe bien. Nous, on a pu prendre nos billets à l'avance pour aller au Japon. C'est pas un petit voyage, autant vous le dire. Et on accepte tous les deux de savoir qu'on va avoir un rythme qui serait pas de ceux qui partent aussi facilement, qu'on va rester plus longtemps. C'est presque 3 semaines, 1 mois. Et je le dis avec les paillettes dans les yeux, même si je me dis déjà prendre l'avion, gérer le décalage horaire. Il y a ces 2 listes, ces 2 petits doigts qui s'opposent, on va pas se mentir. Donc, essayer de les gérer pour essayer de profiter de l'instant. Et je sais que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça sera une victoire de se dire c'est notre voyage de noces 5 ans après. C'est beau, justement. C'est très beau, même si on ne sait pas comment ça sera le moment venu, mais on y croit très fort. Et c'est bien d'avoir un projet à 2 aussi, un projet qui inclut tous les paramètres, parce que lui aussi, il a d'autres exigences. Et en fait, la vie, c'est ça. Les douleurs si elles peuvent devenir, en tout cas, des éléments de variables, comme ça pourrait être la météo, là, c'est qu'on a passé un cap et j'essaye de le gérer comme tel, même si c'est pas facile tous les jours. Et pour Ink Douleur, c'est un peu la question que je me pose en ce moment, parce que là, on est à la moitié de l'année 2025 et il faut commencer les projections pour 2026. Les réseaux, là, sont sur une phase où ça se stabilise, mais j'évolue de moins en moins vite. Alors, je ne l'explique pas nécessairement, mais en fait, je crois que j'ai envie de continuer d'entretenir cette relation, cette communauté avec les quelques personnes que je continue de toucher. C'est ce qui a le plus de valeur pour moi et qui me fait vraiment du bien, et de pas regarder les statistiques en permanence. Une des choses que je m'étais projetée pour 2025, que je pense qu'il se passera en 2026, c'est de me former au premier secours en santé mentale. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je crois, depuis les premières minutes où je me suis un peu relancée dans la bataille, on va dire. Me dire, mais en fait, ça devrait être aussi normal et banalisé que les premiers secours pour sauver des vies. Et je pense que pour moi, là, c'est venu le moment de le faire. Que de beaux projets. J'ai hâte de découvrir la suite. Car grâce aux réseaux sociaux et à ses dessins, Cyrielle est une vraie source d'inspiration pour moi et pour tant d'autres. Alors, pour conclure, je lui demande qui l'a aidée à avancer dans son parcours et qui elle souhaiterait entendre dans Banzai. Je pense que j'en ai suffisamment parlé, mes proches, en fait, c'est ça qui m'a inspirée, c'est ce souhait de continuer à cet aspect de ma vie, de le préserver.
L'inspiration, c'était vraiment ça, parce que tous les jours, en fait, je me raccroche à ces projets-là qui sont très forts pour moi, qui sont porteurs. Après, quelqu'un a recommandé, et qui m'inspire aussi, c'est Camille Raka, la présidente de Draw You Fight. Elle est à la fois médecin de la douleur, patiente et aidante. Elle parle de la douleur comme personne du fait qu'elle a toutes ces casquettes-là. Et je pense qu'il est moteur d'avoir des gens qui, avec le quotidien dans lequel ils vivent, continuent à faire des choix pour faire avancer la prise en charge, pour permettre à d'autres peut-être de ne pas vivre ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et ça, c'est d'une beauté que je souhaite en fait. Vraiment, on est en train d'agir pour demain et quand je l'entends, j'ai envie que d'autres l'entendent. Merci Cyrielle d'avoir partagé ton histoire avec la bonne humeur et la bienveillance que l'on aime tant chez toi. Vous trouverez le lien de toutes les créations de Cyrielle, son podcast, ses réseaux sociaux ainsi que sa boutique en ligne en description de cet épisode. Et si le témoignage de Cyrielle vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter pour soutenir le podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage dans Banzai.